petite conf du mercredi, qui est un rendez-vous mensuel made in 3W Academy, ce qui est un centre de formation spécialisé en développement web qui existe depuis fin 2012. Alors avec nous ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Lior Shamla, Monsieur Lior Shamla, développeur web et formateur, un mec totalement passionné et en plus de ça, super pédagogue. Donc salut Lior. Je le dis une deuxième fois, t'es vraiment trop gentil, Xav. Comment vas-tu, Lior? Mais non, je pense totalement ce que je dis. Hein. C'est pas, t'es gentil. Voilà, hein, c'est pas de la lèche. Et super Lior d'ailleurs, il est juste derrière moi. Alors, Lior, dis-moi, raconte-moi un petit peu qui tu es, si tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Bon, je me prête au jeu, même si je l'ai déjà dit, je le refais, c'est pas grave. Je sais. Merci. non, avec plaisir. Écoute, mon Xav, bon d'abord, avant tout, que les gens sachent que quand même, on se connaît, on s'aime beaucoup. Oui. Donc il y aura pas, il y a du conflit d'intérêt là. Il va jamais me poser des questions dérangeantes. Hein. Alors allez-y dans le chat, éventuellement, si vous voulez. D'où cette familiarité qu'on peut avoir ensemble aussi. Voilà, on se connaît bien effectivement. Alors, on s'apprécie. Alors du coup, mon parcours, j'ai fait un bac+5 en informatique, ingénierie des logiciels. J'ai ensuite été embauché dans une société qui faisait du CRM. Et bien sûr, au bout d'un moment, on a démissionné avec deux amis qui sont devenus mes deux associés pour une boîte qu'on a créée en fin 2012. Et ensuite, au bout de 3 ans, on n'était pas forcément satisfait de la situation. Non pas qu'on était aux abois, mais simplement on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Pour un boulot 24/24, ce n'était pas super cool. Et donc, du coup, on a décidé d'arrêter et de chacun partir dans sa voie. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment orienté vers la formation. Et comme je te l'ai déjà dit, en réalité, moi, la formation, c'était mon objectif de carrière depuis le bac+2. Donc, dès le bac+2, quand on nous a demandé où on voulait aller, puisqu'on commençait déjà à commencer une carrière dès le bac+2, j'étais déjà parti sur le fait d'être formateur. Et dès ma dernière année d'études, en bac+5, déjà, je commençais déjà à prendre un jour ou deux par-ci par-là pour aller former les petits jeunes dans mon ancienne école. Et du coup, j'ai jamais arrêté vraiment de former. Simplement, depuis 2016, j'en ai vraiment fait. Ça a pris une part de plus grandissante dans mon chiffre d'affaires de plus en plus jusqu'à ce que, on va dire, 10 ans après mon fameux bac+2 où j'ai vraiment voulu, enfin pas 10 ans, 15 ans après mon bac+2 où j'avais mis cet objectif au point, quoi, en réalité, ça a marché. Ça y est, j'ai une majorité de mon chiffre d'affaires qui est issu de la formation. J'en suis très heureux parce que c'est vraiment ce que je voulais faire, ce que j'ai toujours voulu faire et c'est ce que je fais. Donc, je vis ma meilleure vie, Xav. Voilà, on va se le dire. Hein. C'est cool, quoi. Mais attends, mais ta chaîne YouTube, c'est vrai que moi, je la connaissais déjà, mais bon, j'ai vu qu'après quasiment 23 000 abonnés. Voilà, c'est le talent, ça. Non, alors pour que vous compreniez bien, c'est un peu bizarre parce qu'en réalité, je réponds une deuxième fois aux questions, mais c'est plaisant parce que Xav rend ça tellement spontané, c'est très bien. Et écoute, la chaîne YouTube, le but, c'était pas forcément d'avoir une grosse communauté à la base. La chaîne YouTube, son but, c'était certes de monter une communauté parce que j'avais une petite idée en tête. J'avais l'idée de monter des formations payantes en ligne. Et je me disais, mais tu peux pas vraiment faire du chiffre d'affaires avec quelque chose que tu vends en ligne si les gens ne savent pas que tu es sympa, que tu es pédagogue, que finalement tu dois leur démontrer ton savoir-faire. Donc tu dois avoir une chaîne YouTube pour montrer que ils vont pas s'emmerder dans tes formations, ils vont pas rien comprendre, au contraire, ils vont tout comprendre. Donc j'avais cet objectif-là et surtout l'objectif tout premier, parce que ça c'était un projet à long terme. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, moi, mon projet immédiat, c'était de rajouter des chapitres aux étudiants que j'avais en présentiel toute la journée, sur des chapitres qui n'étaient pas au programme de l'école ou des chapitres qu'on n'avait pas le temps de voir ou quoi, d'avoir toujours de leur tourner des vidéos pour qu'ils aient des ressources à la maison pour continuer d'apprendre. Et donc, en fait, j'avais conçu ma chaîne YouTube comme une extension du programme des 3 mois de la 3WA, par exemple, ou même d'autres écoles qui sont dans le même style, de dire, voilà, vous êtes arrivé à la fin de vos 3 mois, mais il y a plein de choses à apprendre encore. Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des chapitres qu'on n'a pas vus ici, mais qui vont vous permettre de vous développer encore mieux et encore plus loin. Quoi. Ok, mais alors du coup, tu as pris goût parce que tu fais des lives aussi, non Oui, voilà, tout à fait. Un vendredi sur 2, quand j'ai le temps. Là, ça va être très compliqué parce que j'ai beaucoup de boulot par ailleurs que sur mes chaînes YouTube et sur ma plateforme et tout ça. Donc, quand j'ai le temps, c'est un vendredi sur 2. Parfois, ça peut être 2 vendredis d'affilée, mais grosso modo, allez, on se met un rythme. Là, j'essaye de me mettre un rythme d'un vendredi sur 2, avoir un live qui est certes
en direct, mais j'essaye de ne pas faire juste un live en mode je m'assois et allez, on est parti pour un live. J'essaye d'y réfléchir quelques jours avant pour me dire de quoi on va parler, de préparer. Souvent, je prépare des slides pour préparer vraiment. J'essaye que le live soit pas un truc trop spontané. Bien sûr, il l'est parce qu'on est en direct, mais malgré tout, je sais 3-4 jours à l'avance, ok, on va parler de tel sujet, je vais me mettre sur tel truc, et du coup, tant qu'à faire pour bien introduire les gens, je vais faire des slides, etc. etc. C'est pas forcément toujours le cas, mais D'accord, voilà. Dans ok. l'idéal, j'aimerais faire des lives qui soient organisés, entre guillemets. C'est plus une émission, si tu veux, que juste un live où quelqu'un se met à coder sous tes yeux, quoi. D'accord, oui, j'ai vu d'ailleurs dernièrement que tu avais comme projet, toi, de créer un site web de A à Z, mais en live, du coup, hein. C'est ça aussi, non? Un petit peu à Alors, non, plusieurs non, ou... pas en live. Là, moi, ce que je constate, c'est que dans les formations que j'ai créées et que je vends, alors là, je ne parle pas de formations que je donne dans des centres, ou voilà, je parle vraiment de formations qui sont en vidéo, que je crée et que je vends. En Ouais, fait, mon but, c'est de donner les bases. Par exemple, une formation Symfony, mon but, c'est de vous donner les bases pour développer en Symfony. Mais je ne vais pas forcément faire un site entier. Je vais juste dire, ben voilà, je vais faire quelques pages. Ça veut pas, je vais faire quelques pages et ça va vous montrer comment ça marche, mais je ne vais pas me faire le site entier. Une fois que vous avez compris comment faire une page, je vous laisse faire le reste tout seul, entre guillemets. Et je me disais, il y a plein de choses, en fait, quand on donne des bases, ben, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, des choses notamment un peu plus avancées. Et je me disais, la meilleure façon de voir ces trucs avancés, ça serait de tourner une série où vraiment on fait un site, pas énorme, parce que sinon, tu as une formation qui fait 400 heures de vidéo, mais le but, c'est de faire un petit site où tu te dirais, allez, on s'en tire pour 10-15 heures de vidéo, tranquille, mais où vraiment on va partout, on fait tout. Et en fait, je pensais ça pour les étudiants les plus avancés, donc je pense pas que ça intéresse forcément. Je pense pas que ça intéresse forcément les. Alors, les je sais débutants, qu'on ouais, n'a pas enfin, que ouais. des débutants ici sur l'émission là qui sont en train de nous regarder, mais malgré tout, je pense que la majorité c'est un public d'étudiants et tout ça, donc je suis pas du tout sûr que ce soit encore un contenu franchement adapté pour eux. Et de toute façon, c'est qu'un projet, je sais pas si je vais le faire, mais pourquoi pas, hein. Ok. Pourquoi pas, ça se discuterait. Ouais. Toi, en termes de langage ou de technologie, c'est quoi que tu as appris récemment ou dernièrement, ou tu as fait une mise à jour ou... Bon, je sais que vous, Alors, les développeurs, vous en faites constamment, donc... Alors moi, là, en ce moment, je suis sur une grosse remise en question depuis un an et demi, on va dire, où en fait, c'est pas tant les langages et les technologies là, qui m'intéressent, c'est plus les bonnes pratiques. C'est plus... moi, j'ai accumulé un retard, hélas, du fait, vous savez, être freelance, être patron d'entreprise, euh, et ne plus avoir été salarié dans une équipe avec des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont moins bons depuis 2012, hein, ben, ça fait qu'à un moment donné, on va accumuler un retard sur des pratiques et ce retard-là, je le paye, en fait. Je le vois dans les conférences que je regarde et tout. Il y a plein de sujets que je ne connais pas. Donc, tant mieux parce que moi, je m'émerveille de tout. Là où d'autres sont blasés en disant, mais je connais déjà ça. Moi, vraiment, vous me montrez la moindre bonne pratique, un design pattern un peu sympa, je suis émerveillé. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai accumulé un retard sur cet aspect-là et ça fait un an et demi que j'essaye de combler le truc sur de la clean architecture, de l'architecture hexagonale, les tests, surtout le test-driven development. Donc, tant de choses que les étudiants verront théoriquement à la fin de leurs 3 mois quand ils se lanceront, quand ils feront des formations avancées notamment, s'ils le font, ou en entreprise. Là, effectivement, ils vont rentrer dans le dur. Ce n'est pas le langage, hein, parce que dans n'importe quel langage, ces bonnes pratiques sont à pratiquer, justement. Donc, Ouais. il va falloir les mettre en œuvre. Et moi, ça fait un an et demi, du coup, que je me tue à ça. Ok, d'accord. Alors, bon, pour changer un petit peu de sujet et t'orienter vers le sujet de notre conférence un petit peu de ce soir, hein, de toute façon, Ouais. qui est PHP et Symfony. À propos de PHP, il y a certains devs qui prétendent que c'est un langage obsolète. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça fait depuis quand le jour où PHP est sorti, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était un langage mort, un langage. Si tu veux. Alors, Ok, PHP, c'est un langage qui, au fur et à mesure que les gens le dénigrent de plus en plus, bizarrement devient de meilleur en meilleur. Et c'est sûrement grâce à ces gens qui dénigrent, hein. Le langage PHP, là, on vient d'arriver dans la version 8, qui est une version, ma foi, majeure, puisqu'il y a eu beaucoup de changements. Bon, vous me direz la version 7 aussi, mais là, on est vraiment sur des changements très significatifs. Moi, après, je connais pas les internals, si tu veux. C'est-à-dire, en fait, ils vont te dire qu'ils ont changé le moteur, que ça va plus vite et tout. Ça, moi, j'y connais rien. Je vois juste en tant que développeur, sans parler forcément de performance du langage et tout, les outils qu'on nous a offerts dans la version 8 sont terribles. C'était déjà excellent dans la version 7.4 puisqu'on a... Enfin, il y a plein de changements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais version 7.4, on va avoir des possibilités de typage des variables, etc., qui sont
encore avancé. Donc, bref, en gros, le langage se bonifie avec le temps, il devient de meilleur en meilleur. Et il était déjà très bon depuis la version 5, hein, il était déjà un très bon langage orienté objet, et il devient de meilleur en meilleur à chaque nouvelle version. Et par ailleurs, le problème de PHP, c'est que même si vous ne l'aimez pas, vous êtes obligé malgré tout de composer avec, puisque la majorité du web aujourd'hui, après ça peut changer, mais aujourd'hui, la majorité du web, c'est du PHP. C'est un très bon langage. Moi, personnellement, je ne m'en plains pas. Il pourrait être mieux, bien sûr, mais ça reste un très, très bon langage. Ouais, mais comme tu le dis, a priori, il est quand même de plus en plus performant. Plus il évolue, en plus plus, il est performant. Il l'améliore. C'est déjà un très bon langage et en plus, il l'améliore version après version. Et c'est compliqué parce que pour ceux qui veulent vraiment avoir un avis qui est sûrement le plus, on va dire, si tu veux, au juste milieu, Graphicart avait fait une vidéo il y a à peu près 1 ou 2 ans qui s'appelait PHP, c'est de la merde. Bon, évidemment, le titre est très accrocheur, mais le but, c'est de vous montrer pourquoi en réalité PHP, certains disent que c'est nul, et pourquoi d'autres disent que c'est très bien, et pourquoi en réalité il est sûrement au juste milieu entre les deux, et c'est juste un bon langage qu'on aime utiliser malgré tout, et il va vous donner les arguments pour, les arguments contre, et il va surtout expliquer. C'est-à-dire pourquoi, c'est pas seulement que c'est de la merde, mais pourquoi certains pensent que c'est de la merde. Ouais. Et pourquoi, au contraire, il faut comprendre d'où ça vient, l'historique, le truc est sorti il y a super longtemps, et on garde encore aujourd'hui de l'héritage des premières versions de PHP, et ce qui peut parfois énerver certains développeurs. Ok, alors pour continuer dans PHP, justement, donc on va parler de ton framework de prédilection, en tout cas en tant que YouTuber, justement, Symfony. Pourquoi apprendre Symfony? À quoi ça sert? Quels sont les avantages, les inconvénients de ce framework? Bon, alors écoute, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'à ce moment-là, on puisse passer sur l'aspect présentation, qui est, je le préviens, orienté junior, puisqu'on est là ici sur un live de la 3WA, qui est surtout orienté pour les étudiants de la 3WA. Donc, je voulais pas faire un truc trop compliqué, pas du tout. Il n'y aura pas une ligne de code, parce que j'imagine que certains sont déjà à leur 3e mois, pendant que d'autres sont encore au 1er mois. Donc voilà, je voulais vraiment rester très large. Et je peux d'ores et déjà, effectivement, faire une petite présentation de d'abord qu'est-ce que c'est qu'un framework, quelle est son utilité, et ensuite quelles sont les principales caractéristiques du framework Symfony. Et après, si vous voulez, je vous dirai les pour, les contre, la concurrence avec Laravel et d'autres frameworks, on peut en parler. Pas de problème. Mais donc, si tu veux, moi, ce que je peux faire, regarde ici, c'est que sur le Zoom, je vais partager l'écran, vu que de toute façon, maintenant, on est vraiment tous sur Zoom, a priori. Donc, alors, par contre, je peux juste pas démarrer le partage d'écran. Donc, dis-moi si toi, tu as une option pour me le mettre en place. Parce que comme je n'avais pas prévu qu'on le fasse sur Zoom, j'avais prévu ça sur la plateforme. Là, je n'avais pas prévu de partager mon Alors, écran. attends, donc justement, je pense que je peux je vais normalement. Faut que tu me donnes des droits, j'imagine. Te donner la main là-dessus, a priori. Et je peux te permettre, toi, de partager ton écran. Hop. Et d'autres qui ont fini depuis quelques mois. Ben oui, bien sûr. Non, mais quand on dit ça, voilà, c'est. Non, mais ça, c'est l'élite. Quand Lior, depuis quelques mois. C'est les gens de l'élite, ça. Quand Lior disait ça, c'était bien sûr. Voilà. Alors, attends, normalement, je dois pouvoir te donner la main, mais bien sûr, moi, je ne le trouve pas. Autrement, ça ne serait pas marrant. Si, c'est bon, je l'ai. T'embête pas. Bon, super. Vas-y, Guerre. Alors. Dis-moi simplement ce que tu vois. Moi, je vois ton écran. Nickel. Ok, donc c'est la présentation que je vais vous faire. Bon, elle a été préparée sur le pouce, je ne vous le cache pas, donc il risque peut-être d'avoir des manques de fluidité à un moment ou à un autre. Donc encore une fois, toujours, quand on veut se faire connaître, on met et on remet le fait qu'on s'appelle comme ça et que vous pouvez me trouver sur YouTube et sur Twitter. Alors du coup, on va parler cette fois-ci de développement web et de framework. Alors en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'expliquer aux juniors c'est quoi un framework et comment est-ce qu'on arrive au framework. Alors qu'on part de rien, on arrive au framework et quel est le cheminement, les avantages et tout ça. Alors tout d'abord, il faut avoir en tête la notion de librairie, ce qu'on appelle en français académicien les bibliothèques. En gros, l'idée est la suivante. Je vais parler vraiment aux juniors qui sont en train d'apprendre à créer des sites. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train de créer un site pour un salon de coiffure. Et vous avez besoin dans ce site-là de faire de la prise de rendez-vous. C'est ultra galère, vous allez péter des câbles, surtout si c'est la première fois que vous le faites parce qu'il y a des problèmes de date qui se chevauchent, etc. Bref, vous allez énormément travailler là-dessus et vous allez réussir à faire votre projet avec de la sueur et des larmes et vous allez livrer. Le salon de coiffure sera très content. Mais ce que vous allez surtout voir, c'est que vous allez pouvoir repérer un certain nombre de choses qui ont été très problématiques. Et vous allez vouloir éventuellement, du coup, ce que vous allez vouloir faire, c'est récupérer justement du code que vous avez écrit
pour la prise de rendez-vous. Pourquoi? Parce que la prise de rendez-vous, ça marche aussi pour de la réservation de table de resto, ça marche aussi pour de la réservation de chambre dans un hôtel et ça marche aussi pour une autre entreprise qui a besoin de prise de rendez-vous. Donc, vous vous dites ça, il n'est pas question que je m'y recolle. Je vais le mettre de côté. Vous allez prendre tout le code que vous avez écrit pour gérer ces rendez-vous et le mettre de côté. Et au prochain projet qui aura besoin de ça, vous vous direz, ben, j'ai déjà ce truc-là. Donc, ce code que vous avez repéré, que vous avez centralisé et conservé de côté, et que vous allez pouvoir réutiliser de projet en projet, on appelle ça une bibliothèque, une librairie. C'est en gros un ensemble de fonctions que vous allez pouvoir réutiliser. OK? Alors, il se trouve que là, je vous parle de prise de rendez-vous. Demain, je vous parlerai d'un panier. C'est-à-dire que vous faites un site de vente en ligne pour un boulanger qui va vendre voilà, ses croissants, etc. Vous allez créer un panier, ça va être la galère, hein, panier, prise de commande, et vous dites, bah, ça aussi, je vais le garder de côté parce que demain, un autre site va avoir besoin de ces fonctionnalités. Et je ne vais pas les recoder, il n'en est pas question. Donc, vous allez le garder de côté. Et vous allez commencer à vous constituer comme ça un ensemble de librairies, un ensemble de bibliothèques. Vous allez accumuler, si vous voulez, ces bibliothèques de plus en plus pour chaque projet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que chacune de ces bibliothèques vont avoir des contraintes, des exigences. Par exemple, votre bibliothèque de rendez-vous, eh bien, elle exige que dans tel dossier, il y ait tel fichier, parce que sinon, tu comprends, elle ne marche pas. Ma bibliothèque pour faire la prise de rendez-vous, elle ne marche pas s'il n'y a pas tel et tel fichier à tel et tel endroit. Bon. Et bizarrement, la bibliothèque qui va me permettre de gérer le panier, elle ne peut pas fonctionner si dans un autre dossier, il n'y a pas tel et tel fichier. Donc, vous voyez que vous avez des contraintes qui accompagnent l'utilisation de ces super outils que vous avez envie d'utiliser. J'espère que vous me suivez bien. Hein. Je n'ai pas de vision sur le chat du Zoom, mais j'espère que vous suivez bien. Moi, je te suis, donc, en réalité, pas de problème. Pardon ? On suit, alors vas-y. Je suis désolé parce qu'en fait, là, vous voyez, vous êtes tranquille, vous regardez quelqu'un qui fait une conférence. Moi, j'entends ma fille qui hurle dans le salon, donc ça me déconcentre. Et donc, vous avez des contraintes qui sont liées à chacune de ces librairies. Au fur et à mesure, ce que vous avez la possibilité de faire, donc je reviens sur la slide précédente, c'est d'accumuler toutes ces librairies et finalement de vous dire, mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est me créer un projet type où il y aura déjà toutes ces librairies et pour chaque nouveau client qui vient me voir pour créer un site, la base du site que je vais lui créer, c'est déjà ce dossier-là. D'accord ? Donc, imaginez un dossier avec plein de sous-dossiers où il y a toutes vos librairies. Et pour un nouveau site que vous allez devoir faire, vous allez juste faire un copier-coller de ce dossier et vous allez commencer à coder ce qui est spécifique à votre nouveau client. Ben là, les amis, vous avez créé ce qu'on appelle un framework. Alors, je le disais, un framework, c'est quoi ? C'est donc un ensemble de librairies qui ont déjà été codées pour répondre à des objectifs bien précis. Gérer la prise de rendez-vous, gérer un panier, gérer un paiement, gérer l'envoi d'email, gérer X choses, d'accord, des fonctionnalités. Mais par contre, on l'a dit, dès qu'on utilise des librairies, il y a malgré tout des exigences et des contraintes qu'on va avoir. Donc, vous allez troquer finalement un framework, c'est un ensemble de fonctionnalités que vous avez dès le départ de la création de votre site. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une première page qui est faite, que vous avez déjà un ensemble d'outils incroyables. Et vous troquez donc la puissance et la rapidité que vous offrent toutes ces librairies contre un peu de liberté. Tes fichiers, tu les mets pas où tu veux, tu les mets dans ce dossier, pas ailleurs. Tes images, par exemple, tu vas les mettre là, etc., etc. On va vous donner un certain nombre de contraintes. C'est pour ça qu'on appelle ça un cadre de travail. C'est-à-dire que vous avez des outils, mais il faut pour ça obéir au cadre. Alors évidemment, de plus en plus, les frameworks s'attellent à faire en sorte que ces contraintes soient les moindres possibles. Donc, on va avoir de plus en plus, si vous utilisez du Laravel ou du Symfony aujourd'hui, clairement, vous avez par le biais des configurations du framework la possibilité de dire, attends, lui, il s'attend à ce que tel fichier se trouve là, mais moi, je n'ai pas envie de le mettre là, j'ai envie de le mettre ailleurs. De plus en plus, les frameworks vont vous permettre ces libertés-là. Et du coup, vous vous retrouvez à avoir la puissance sans forcément les fameuses contraintes que j'évoque depuis tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on arrive vers une conception des frameworks aujourd'hui qui est telle que vous n'avez même plus l'échange puissance-rapidité contre contraintes. Vous avez simplement puissance et rapidité et les contraintes peuvent même être évitées. Alors, le problème, c'est qu'il vous reste une contrainte, c'est la courbe d'apprentissage parce que pour arriver à faire travailler tout ça ensemble, à bien comprendre tout ce qui se passe, alors là, effectivement, vous avez du temps de travail qui est absolument, qui peut être délirant. Moi, ça fait, encore une fois, ça va faire 4 ans que j'ai touché à Symfony pour la première fois. Je l'utilisais quasiment tous les jours et tous les jours, j'apprends des choses dans le framework Symfony. Ça ne s'arrête jamais. Alors, je parle de Symfony, justement.
il faut comprendre que les frameworks, vous en avez de plusieurs types et chacun va avoir un but particulier. Vous avez des frameworks dont le but est de vous aider à faire des sites web. Vous avez des frameworks front comme Angular, par exemple, dont le but est de vous aider à gérer une application réactive, mais au niveau du front. Vous avez des frameworks qui sont orientés CSS. Par exemple, on a souvent parlé de Bootstrap, mais il n'y a pas que Bootstrap. Vous avez, par exemple, Tailwind qui a le vent en poupe. Vous avez en gros beaucoup de cadres de travail comme ça qui vont vous amener de la puissance et de la rapidité en échange d'un peu de votre liberté, hélas, parce que du coup, par exemple, dans Bootstrap, la classe pour faire un bouton, elle s'appelle BTN. Elle ne peut pas s'appeler autrement. Donc, vous démerdez, c'est une contrainte. Mais par contre, elle vous offre un bouton tout de suite. Donc, je veux vous dire qu'il y a des frameworks de tout type. Et Symfony, c'est un framework qui s'est placé sur la création de back-end, donc de la création de sites web côté serveur en PHP. Alors, pas seulement, parce qu'en réalité, avec Symfony, vous pouvez partir du plus petit et aller vers le plus grand. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Symfony, finalement, si vous regardez ce framework, c'est avant tout un cœur avec quelques modules qui sont absolument essentiels pour faire tourner un site web. Et vous pouvez ensuite ajouter des modules au fur et à mesure des fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez partir très léger et au fur et à mesure que vous voyez des besoins apparaître pour votre projet, rajouter de nouvelles librairies qui vont enrichir votre framework. Vous pouvez créer avec Symfony une application web complète ou vous pouvez créer simplement une API, c'est-à-dire une application web mais qui n'aurait pas d'interface, par exemple. Vous pouvez aussi créer carrément des applications console, c'est-à-dire des applications qui se lancent dans votre terminal. Ça aussi, c'est possible. Alors, Symfony, on l'a vu, c'est un framework PHP, mais plus qu'un framework, on va dire, c'est un écosystème. Pourquoi je dis ça? Parce que le projet Symfony a ça d'original, par exemple, par rapport au projet Laravel ou par rapport à d'autres projets, c'est que Symfony, ce n'est pas un framework. Vous pouvez l'utiliser comme un framework, mais fondamentalement, Symfony, c'est un ensemble de librairies autonomes, c'est-à-dire que chaque librairie répond à des besoins. Exemple, j'ai besoin de pouvoir gérer des formulaires, de pouvoir les valider, être sûr que dans le champ email, il a mis un bon email, être sûr que dans le champ téléphone, c'est bien que des numéros qu'on m'a donnés, etc., etc. J'ai ce besoin-là dans mon site PHP actuel. Eh bien, Symfony a une librairie qui s'appelle Forms qui vous permettra de faire ça. J'ai besoin, dans mon projet PHP qui n'est pas le framework Symfony, j'ai un projet PHP que j'ai créé pendant la 3WA. Mais dedans, j'ai besoin de gérer des questions de sécurité. Symfony a une librairie qui s'appelle Security qui va vous donner des outils pour gérer pas mal d'aspects sécuritaires de votre site. En réalité, Symfony, c'est un ensemble d'une cinquantaine, je crois, d'une cinquantaine, ce qu'on appelle des composants. Ce sont des librairies qui répondent à des besoins communs et vous pouvez les utiliser dans tous vos projets PHP. Le framework Symfony, c'est simplement qu'on a dit, OK, on va prendre les librairies les plus essentielles, on va les coller ensemble, on va créer des dossiers tout faits, et ça y est, vous avez le framework Symfony. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous pouvez apprendre le framework Symfony, mais vous pouvez aussi apprendre à utiliser juste une librairie de Symfony dans tous vos projets PHP. Et ça, c'est quand même assez magnifique à voir au niveau donc, de ce projet. C'est ça qui fait l'originalité du projet Symfony, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez de cool quand vous étudiez le framework, on vous dit clairement, non mais en fait, même si tu n'avais pas le framework, même sur ton application PHP que tu es en train de développer là, à la 3WA, tu pourrais avoir cette fonctionnalité-là. Tiens, j'ai vu telle fonctionnalité trop bien dans le framework Symfony. Non mais en fait, elle n'est pas que dans le framework. Si tu la veux dans ton projet, tu télécharges la librairie qui correspond et tu l'as dans ton projet, même si ce n'est pas un projet sur Symfony. C'est ça qu'il faut comprendre et je trouve que c'est vraiment ça l'originalité donc, de Symfony. Alors, l'avantage d'apprendre Symfony, l'avantage du framework Symfony, c'est que vous êtes au cœur des bonnes pratiques. Symfony, ça va vous renforcer si vous l'apprenez sur, évidemment, la programmation orientée objet. Il ne faut pas être faiblard en PO pour attaquer Symfony, pour véritablement le comprendre. On peut avoir une petite initiation à la programmation orientée objet et faire du Symfony sans que ça pose trop de problèmes. Mais dès qu'on va rentrer dans le cœur de Symfony, dès qu'on va vouloir vraiment comprendre comment ça marche, si on n'a pas les reins solides en programmation orientée objet, on va vite se perdre. Vous allez voir des lignes de code. Si vous n'êtes pas chaud en PO, vous allez vous dire non, mais ça, je ne comprends même pas ce qu'elle veut dire, cette ligne de code. Au contraire, si vous avez toutes les bases de programmation orientée objet, que vous l'avez pratiqué pendant un petit moment et tout, vous avez vu un peu les différents avantages et contraintes de cette programmation orientée objet, vous allez rentrer dans Symfony, vous allez à peu près tout comprendre. Alors, dans le framework Symfony, ce que vous allez retrouver aussi, c'est les pratiques solides. Et plus que ça, vous allez retrouver aussi des design patterns qui sont très intéressants. Donc, étudier Symfony, c'est étudier la programmation orientée objet, c'est étudier les bonnes pratiques de programmation orientée objet, c'est étudier des design patterns intéressants. Donc,
quand vous regardez Symfony, en fait, vous vous retrouvez au cœur d'un espèce de paradis des bonnes pratiques, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et bien sûr, autre chose pour lesquelles on aime bien Symfony, c'est que c'est open source. Donc, c'est entièrement gratuit. Et plus encore, si vous avez des propositions d'amélioration, vous pouvez les faire. Vous pourriez même un jour, quand vous serez bon sur le framework, pourquoi pas, voir votre nom apparaître dans la liste des contributeurs, tout simplement parce que vous avez corrigé un bug, parce que vous avez proposé une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée au cœur de Symfony. Et donc, voilà, ça fait toujours plaisir. Et enfin, un dernier avantage pour les jeunes qui sont en train de nous regarder, enfin jeunes, je ne parle pas d'âge, je parle de jeunes dans le métier, entre guillemets. Jeunes développeurs. Voilà, jeunes développeuses juniors, et jeunes développeurs, voilà, les juniors. C'est que c'est un framework qui est populaire, très connu en France, très connu dans le monde aussi, même si dans le monde, Laravel a sûrement plus de demandes. Il est plus internationalisé, on va dire, Laravel, mais Symfony est très connu dans le monde entier. Par contre, en France, c'est évident que Symfony est largement en tête devant Laravel dans les entreprises qui travaillent, justement dans les offres d'emploi, etc. Et c'est sécurisant. Pourquoi ? Parce que quand vous vous attaquez à Symfony, vous n'êtes jamais seul. Vous avez des documentations partout, vous avez des vidéastes, vous avez des youtubeurs, vous avez vraiment de quoi être accompagné. Et par ailleurs, c'est sécurisant aussi dans le sens que ça fait une dizaine d'années maintenant que Symfony est là, qu'il s'améliore sans cesse lui aussi, et qu'il est leader dans les bonnes pratiques, dans les frameworks les plus cotés, on va dire, au niveau du métier de développeur web. Évidemment, quand on fait du PHP, si vous faites du Java, ça ne sera pas du tout Symfony. Mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est passer à une petite séance de questions s'il y en a. Et Xavier, mais au pire, c'est toi qui poses les questions. Oh, mais tout à fait, Lior, mais je pense que nos auditeurs auront certainement quelques questions. Il y en avait une de Pierre qui disait, là, il nous parlait de PHP, il disait quand on a fini la formation dev web de la 3WA, donc en PHP 7, est-ce qu'il faut se pencher sur PHP 8 pour être plus facilement employable, à ton avis ? Non. Là, aujourd'hui, un employeur qui vous dirait attention, si tu ne connais pas, tu connais pas PHP 8, je ne te prends pas. Vous pouvez lui dire je reviens demain, tu vois. Ou alors, ou au pire, vous lui dites que vous n'avez pas envie de bosser avec lui parce que ça n'a pas d'intérêt propre de dire ça. Voilà, on s'intéressera déjà à PHP 8 quand effectivement, quand la version, vous me direz, elle y est la version 8, mais quand c'est bien installé et tout, vous pouvez bien sûr pour la curiosité y aller. Vous pouvez y aller. Mais il y a de fortes chances que chez votre employeur actuellement, il n'y ait pas un seul site sur PHP 8. C'est sorti il y a 2 mois, d'accord ? En novembre. Il y a de fortes chances que même l'hébergeur chez qui vous l'hébergez, potentiellement, ne gère pas encore PHP 8. Donc voilà, faites gaffe à ça. Ça ne va pas vous aider à être employable de connaître PHP 8. Par contre, c'est vraiment bien pour un développeur PHP aujourd'hui d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans PHP, d'installer PHP 8 et de voir quelles sont les nouveautés. Il n'y a pas énormément de choses. Du point de vue du développeur, vous allez avoir une vingtaine de nouvelles fonctionnalités, dont certaines qui sont absolument incroyables, ce qu'on appelle les attributs, par exemple. C'est ce qui manquait à PHP depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui y est. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il s'améliore, on lui fait des reproches, mais ils écoutent. Donc, vous avez des super fonctionnalités qui sont arrivées dans PHP 8. Vous pouvez les étudier. Ce n'est pas ça qui fera de vous quelqu'un de plus employable. À la limite, ce qui fera de vous quelqu'un de plus employable, c'est que la personne en face se dise « Ah, il est curieux, il est quand même allé voir ce que c'était PHP 8 ». Mais pas le fait de connaître PHP 8 pour le travail en tant que tel. C'est votre curiosité qui sera récompensée ici. En même temps, la curiosité, je pense, fait partie des qualités quand même fondamentales de tout développeur qui se respecte. La curiosité, oui, l'envie de voir un peu où on en est, ce qu'on appelle, entre guillemets, la veille technologique, se dire, voilà, il y a tel truc, ça vient de sortir, c'est quand même important, c'est une nouvelle version de PHP, donc le langage qui soulève le web aujourd'hui, d'accord, c'est un peu Atlas, quoi, tu vois, qui tient le… Non, c'est pas Atlas qui tient le ciel, c'est qui tient le ciel, Xav ? Oui, dans la mythologie grecque, c'est Atlas. Oui, je crois bien. Ouais. PHP, c'est le Atlas du web. Tu vois, il est là, il dit bon, les gars, moi je tiens le web. Et là, il y a une nouvelle version. Donc là, vraiment, c'est intéressant de s'y mettre. D'autant plus que franchement, on vous mâche le travail. Pas moi, mais Graphic.art a fait une vidéo, je crois, sur les nouveautés de PHP 8. Voilà, il y a d'autres vidéastes qui ont fait des vidéos pour vulgariser les nouveautés de PHP 8. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller regarder une vidéo pendant 40 minutes et d'essayer de se dire OK, voilà ce qu'il y a de nouveau dans la nouvelle version, quoi. On a nos auditeurs qui disaient quand même la vidéo Graphic.art sur PHP, c'est de la merde. Non, c'est pas ça, t'as pas compris. Ah bon, non, t'as pas compris. En fait, c'est le titre de la vidéo. C'est le titre de la vidéo de Graphic.art, c'est PHP, c'est de la merde.
Ok, C'est bon ça. ben merci. Bon, voilà, moi je l'ai pas vu celle-là, quoi, comme vous pouvez voir. Alors il y a Léo qui nous demande par curiosité, n'utiliser qu'une partie de la bibliothèque est possible sur la Ravel comme Symfony? Alors, moi, je ne connais pas assez bien Laravel pour répondre. Je sais qu'en fait, Laravel, ils ont découpé leur projet en bibliothèque, comme l'a fait Symfony. Mais si tu veux, à aucun moment, ils n'ont pensé ces bibliothèques de façon à ce qu'elles soient utilisables seules. Peut-être qu'elles le sont, peut-être qu'elles le sont avec des adaptations que tu dois faire, mais en tout cas, ils ne l'ont pas pensé comme tel. Alors que Symfony, ils ont pensé des bibliothèques, et ces bibliothèques ensemble, ça fait un framework. Mais potentiellement, Symfony aurait pu venir en disant, bah, les gars, en fait, on n'a pas de framework. On a juste une centaine de bibliothèques. Laravel, c'est pas pareil. Laravel, ils ont un framework. Ils ont organisé les choses à l'intérieur du framework sous la forme de bibliothèques que tu pourrais potentiellement utiliser tout seul, mais si tu veux, c'est les deux sont pas les mêmes, quoi. Les deux partaient pas du même principe. Alors c'est fortement probable. Tu peux retrouver les bibliothèques de Laravel en unitaire, on va dire seules. Maintenant, est-ce qu'elles sont faites pour fonctionner toutes seules? Est-ce qu'elles fonctionnent bien chacune toute seule? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, Laravel, c'est pas trop mon truc encore. Je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps. C'est en cours. Ça vient. Si ça se trouve, je Après, viens de dire une énorme connerie. En fait, il n'y a aucun problème. Tu prends les bibliothèques de Laravel et tu les utilises tranquillement. Alors, je sais que dans Laravel, il y a notamment une bibliothèque qui a été faite et qui s'utilise toute seule et qui est incroyable. C'est la bibliothèque des collections. Vous pouvez chercher Laravel collection. C'est une bibliothèque que vous pouvez utiliser dans tous vos projets PHP et qui va en fait vous permettre de faire des. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour les juniors qui je ne veux pas qu'ils soient perdus, mais en gros, c'est une bibliothèque qui va vous permettre de gérer mieux les tableaux en PHP. Ça va vous rajouter des fonctionnalités sur les tableaux PHP et ça fait toujours plaisir. ok, mais après il faut peut-être faire un choix entre Symfony et Laravel, non? J'imagine qu'on peut Pas pas du être aussi tout, bon dans les deux, pas non? du tout, pas du tout. Tu n'as pas du tout besoin de faire un choix. Tu peux D'accord. très bien utiliser des librairies de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, Xavier, je vais étonner peut-être certains de vos étudiants. Les amis, le framework Laravel utilise en son sein, je ne sais plus, peut-être 5, 6, voire 10 librairies issues du projet Symfony. Puisque je Ok. vous ai dit que les librairies de Symfony, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel projet PHP. Vous voulez gérer les formulaires, prenez celle-là. Vous voulez gérer telle fonctionnalité, prenez cette librairie. Ben, Laravel, par exemple, pour la gestion de la requête et de la réponse HTTP, ben, ils ont pris la librairie HTTP Foundation de Symfony. Et pour plein d'autres points comme ça, ils ont les librairies de Symfony dans le framework Laravel. Et ça pose aucun problème parce que tout ça est open source. Les uns utilisent les avancées techniques des autres pour qu'on soit tous tirés vers le haut. Donc, c'est vraiment un modèle qui est très intéressant. Ouais, c'est génial, ouais. Et alors, il y a, alors, pardon, je crois que c'était Marion, si je ne m'abuse, qui disait que donc tu as proposé une formation Symfony React. Est-ce que tu préconises de faire des sites full Symfony ou bien un back Symfony associé à un front React, par exemple, ou Ça autre? dépend du besoin de ton client. Moi, pour ma part, la plupart des clients ou des projets que j'ai en main, franchement, il n'y a pas besoin de React parce qu'on n'est pas sur des projets où la réactivité au front, parce que React, le but, c'est quoi? React, c'est l'idée que tu vas avoir une page qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, où beaucoup de choses vont changer directement. Et ça devient intéressant dès que tu as beaucoup de dynamisme, donc du JavaScript sur ta page. Si tu as un site où, grosso merdo, une fois que ta page elle est affichée, il n'y a pas grand-chose à faire dessus que aller sur une autre page ou remplir un formulaire, bon, React ne devient pas forcément nécessaire. Donc, ça dépend vraiment de ce que te propose ton client. Moi, j'ai fait une formation effectivement où on avait envie d'avoir un front très réactif. Donc, j'ai utilisé React. J'aurais pu utiliser Angular ou Vue.js ou n'importe quel, ou même faire du JavaScript natif. Bon, le but de cette formation, c'était surtout de montrer comment on fait une API avec Symfony. Et l'avantage de l'API, c'est que n'importe quel techno front peut se connecter dessus. Mais j'ai peur d'aller trop dans le détail pour quelqu'un qui aurait un mois de 3WA. J'ai pas envie de perdre Ah, des gens. mais, J'ai ouais, pas mais il y envie, a j'ai des. pas envie de frustrer les D'accord. avancées, mais j'ai pas envie de frustrer les juniors non plus. Donc, je fais. Donc, Donc, il faut faire voilà, un les mix amis. des deux. Mais voilà, ce que je conseillerais, c'est en fonction du projet et du besoin du client, de se conformer en fonction de ça. Est-ce que je fais du React? Est-ce que je ne fais pas du React? Ce genre de choses. Ok, bon, c'est vrai que c'était un peu. Moi, j'avais une question qui était liée justement à ton avis, quels étaient les frameworks JavaScript incontournables aujourd'hui, bon, comme React, Node, Vue, Vue.js, Angular, etc. Et est-ce qu'il y en avait un mieux que l'autre? Bah, particulièrement, j'imagine. De toute façon, ils ont tous une utilité. Alors attends, tu me demandes entre différents langages ou différents frameworks, différents. Entre différents frameworks, mais plus sur le côté JavaScript. Donc, Alors, côté JavaScript, c'est très simple. Tu n'as pas différents frameworks côté JavaScript. Côté JavaScript, tu as un framework.
Enfin, Ok. voilà, je ne veux pas vexer qui que ce soit. Côté JavaScript, il y a un seul framework en ce sens, c'est Angular. Par contre, tu as deux autres librairies très connues qui s'appellent React et Vue.js. Alors, c'est quoi la différence? J'ai dit, attends, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours cru que Angular, React et Vue.js, c'était trois frameworks. Non. On dit souvent ça pour faire la différence, même si ça va paraître un peu abstrait pour les gens. Un framework, c'est lui qui appelle votre code. Une librairie, c'est votre code qui l'appelle. Ce n'est pas la même chose. Une librairie, c'est quoi? Une librairie, c'est un ensemble de fonctions qui répondent à un objectif. Et dans votre code qui est préexistant, d'accord, j'ai un code, voilà, tout marche bien et tout, mais j'ai besoin de quelque chose de particulier et je n'ai pas envie de le recoder moi-même. Je vais installer telle librairie qui va me permettre de le faire. Donc, dans mon code, je vais appeler une fonctionnalité qui est inclue dans une librairie que j'ai installée. D'accord? Dans le framework, la logique est complètement différente. Le framework préexiste à votre code. D'accord? Ça veut dire que quand tu fais du Angular, tu vas installer une structure de dossier entière avant même de créer ta première ligne de code. Le framework est là, si tu veux. Et c'est lui qui va dire, OK, on me demande d'afficher telle page, donc je vais chercher le code qui correspond et ce code-là, c'est toi qui le fournis. Donc le framework, lui, il est déjà câblé pour appeler des choses et il te demande à toi de les fournir. La librairie, c'est toi, tu as ton application. La librairie possède une fonction que toi, tu vas appeler à un moment ou à un autre. C'est une distinction à faire entre qu'est-ce que c'est qu'une librairie et qu'est-ce que c'est qu'un framework. Ouais, mais distinction importante, oui, effectivement. Et donc, tu as, par exemple, tu peux très bien avoir un site qui est complètement déjà fini, limite, il est déjà livré à un client, d'accord? Pas de souci. Et puis, pour une fonctionnalité, tu as besoin de beaucoup de réactivité en JavaScript, d'accord? Tu as besoin que ça bouge vite, que l'écran se mette à jour très souvent. Qu'est-ce que tu vas faire? Télécharger React et tu vas dire à cet endroit-là, j'ai besoin d'utiliser React. Mais pour autant, ton site, il est fini, il est déjà livré et tout. C'est juste dans cette page-là où tu veux utiliser du React. Alors qu'Angular, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça avec Angular. Angular, c'est soit dès le départ du projet, on s'est tous mis d'accord, les gars, on fait du Angular et on installe Angular et on commence à bosser, soit non. Ou alors, c'est que c'est une refonte du site qui a déjà été livré. Alors là, tu fais banquer bonbon le client, quoi. Donc voilà la différence entre les deux. Et tu n'en as pas. Alors, moi, pour ma part, j'aime beaucoup Angular. Mais il a ce côté contraignant, on vient de le dire. C'est que si ton projet n'a pas été décidé tel quel dès le départ, Angular, tu peux déjà le mettre de côté. Tu vois, c'est déjà terminé, entre guillemets. Alors, tu as des façons, si tu veux, d'utiliser Angular que dans cette page-là du site et tout, mais tu te fais chier la vie, quoi. Enfin, t'es pas dans le canon du truc. Donc, je ne dirais pas que moi, mon préféré, ça reste Angular. Pourquoi? Parce que c'est du TypeScript, donc c'est de la programmation orientée-objet, c'est des bonnes pratiques solides, bon, voilà, tout le team. Mais c'est difficile pour des étudiants juniors. Hein. Angular, c'est hardcore. React, ça reste le plus simple, à mon sens, à utiliser. Encore que beaucoup de gens, moi, je n'ai pas encore utilisé Vue.js. Là aussi, il faudrait que je me mette à jour. Mais beaucoup de gens me disent que Vue est aussi simple, voire plus simple que React et très élégant. Donc, pourquoi pas? Et je pense que c'est vraiment une question de point de vue, si tu veux, d'affinité avec certaines fonctionnalités. Certains vont préférer React, d'autres vont préférer Vue. Bah, tu vois, moi, je préfère Angular, mais pour des raisons tu vois, qui sont que c'est de la programmation orientée-objet, c'est du TypeScript. Il y a plein de choses qui me sécurisent dans le fait d'utiliser Angular et que j'aime bien, mais il y a d'autres gens qui vont dire non, mais Angular, c'est horrible. C'est horrible, c'est sortir un bazooka, tu vois, c'est la bombe atomique, quoi. Ouais, mais comme tu dis, après, c'est aussi une question d'affinité personnelle, en fait. Oui. Il y a quand même des questions objectives. Hein. Il y a quand même des critères objectifs qui te permettent de trancher sur qu'est-ce que veut le client. Est-ce que franchement, il faut faire du Angular pour ça? Ou est-ce qu'on peut utiliser 3 conneries de React et puis on a fini, tu vois? Il y a des questions objectives qui vont te permettre de trancher, mais après, sur qu'est-ce que tu préfères, là, c'est subjectif. On est d'accord. Et à ce propos, il y a Mehdi nous demande pourquoi Laravel est aussi populaire à l'international. Aucune idée. Laravel, c'est un framework américain, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a été créé par Taylor Otwell aux États-Unis. Donc, j'imagine que dès que quelque chose est, entre guillemets, américain, ça marche pour tout. Hein. Amérique, ça veut dire 300 millions de citoyens, entre guillemets, donc d'autant plus de développeurs. Donc, si tu sors quelque chose, entre guillemets, aux États-Unis, tu as tout de suite un marché. Symfony, quand Fabien Potentiel a créé, même si c'est mondial, parce qu'on est dans l'informatique, on est dans l'open source, je veux dire, le moindre développeur du Guatemala, il peut très bien aller sur Symfony, télécharger et travailler avec. Mais malgré tout, quand Fabien Potentiel a créé Symfony, on restait franco-français. Donc, tu avais, je ne sais pas combien on est de développeurs en France, et notamment en 2005, combien on était de développeurs en France, mais tu as forcément une marge réduite de gens qui vont l'utiliser. Pour autant, il a quand même fait son chemin. La preuve en est que quand Taylor Otwell a créé Laravel,
il n'a pas réinventé la roue. Sur certaines des fonctionnalités, qu'est-ce qu'il a mis? Il a utilisé des librairies du framework Symfony. Ok. Et Pierre, malgré tout, Pierre nous demandait, connaître Symfony aide pour l'apprentissage d'autres frameworks par la suite, comme on peut retrouver entre les différents langages qui ont les mêmes réflexions de base, ou on recommence tout au début? Non, c'est complètement vrai. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, si certains sont intéressés, ça serait bien qu'on les refasse, ces formations Symfony Angular, parce que ça, c'est vraiment… Jean nous demande justement, est-ce que Lior s'occupe d'une formation Symfony ou React d'un mois à la 3WA? Et si oui, à quelle date? Alors, j'ai failli faire une formation React Symfony à la 3WA. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'inscrits, donc elle a été décommandée, mais j'imagine qu'elle c'est que partie remise. Moi, j'ai fait formation Symfony Angular. Là, c'est du caviar. Alors, la question, c'était, est-ce que si tu apprends Symfony, ça t'aide pour d'autres trucs? Et c'est ça la question? Oui. Complètement. Alors d'abord, apprendre Symfony, c'est dur, c'est de la sueur et des larmes, c'est des millions pour un développeur entre guillemets junior, c'est des dizaines de concepts nouveaux. D'accord, c'est difficile. En fait, on appelle ça la courbe d'apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage qui est très raide. D'accord? Mais par contre, ce que vous apprenez finalement, c'est pas Symfony. Quand vous êtes junior et que vous vous lancez à l'attaque de Symfony, ce qui est dur, c'est pas Symfony. Parce que c'est la même chose pour Laravel, c'est la même chose pour d'autres frameworks. Ce qui est dur de comprendre, c'est qu'on est en train de vous apprendre ici des bonnes pratiques. On est en train de vous apprendre la programmation orientée-objet, on est en train de vous apprendre des design patterns, on est en train de vous apprendre les pratiques solides, on est en train de vous apprendre plein de trucs, mais qui en fait, finalement, c'est que du bonus parce que ça existe dans tous les langages. Et donc, moi, ce que j'ai adoré dans la formation et qui est plus difficile à retrouver dans du Symfony React, parce que là, tu es vraiment sur deux trucs qui n'ont rien à voir. Mais Symfony Angular, tu te rends compte en te lançant après 1 mois et demi de Symfony sur Angular, putain, mais c'est la même chose, mais en JavaScript en fait. C'est la même chose. C'est les mêmes bonnes pratiques. C'est pas le même langage, mais c'est les mêmes bonnes pratiques. La même programmation orientée objet, les mêmes choses qui nous ont fait galérer en Symfony, en fait, on les retrouve dans Angular. Donc, tout devient beaucoup plus naturel. Tu vas parler d'injection de dépendance. Je ne vais pas détailler ce que c'est. Tu parles d'injection de dépendance dans Symfony. C'est quelque chose, ça, il te faut 1 semaine pour le digérer, pour dire, mais attends, mais comment ça marche? Tu arrives sur Angular, on te dit, bon les gars, il y a de l'injection de dépendance. Oui, ben ça va, on sait ce que c'est, merci. On avance, et tu vois, tout de suite, tu avances. Ouais. C'est magique. Ok, c'est la magie du dev aussi, je pense. C'est plus on apprend des langages et plus on comprend aussi, plus on peut facilement comprendre d'autres, etc. Enfin, comme les frameworks, j'imagine. Et alors, Brad nous demande, est-ce que pour toi, Symfony devrait devenir plus utilisé dans le monde avec le temps? Franchement, je ne fais pas de… C'est comme notre ami Didier. C'est de la science-fiction, ça. Non, franchement, je ne fais pas de prospective là-dessus. Pour le coup, ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'aujourd'hui, Symfony, c'est en termes de programmation, de câblage des choses et tout, c'est un des plus hauts standards. Tu es vraiment sur quelque chose de qualitatif. Tu vas, à mon avis, on ne va pas reculer en qualité, on va garder toujours la même qualité sur ce framework. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que la courbe d'apprentissage était plus dure sur du Symfony que sur du Laravel, par exemple. Est-ce que rien que ça, déjà, ça ne fait pas en sorte que Laravel soit plus utilisé? À mon avis, bien sûr que ça compte. Ouais. Alors, par contre, l'avantage, c'est que c'est un peu comme, tu vois, si tu as fait l'Everest, bon, tu peux faire le Mont Blanc. Je veux dire, si tu t'es massacré sur du Symfony, Laravel, je ne dis pas que c'est facile, c'est le Mont Blanc, tu vois. Mais tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller tranquille. Tu t'es déjà fait les pieds sur quelque chose de vraiment hardcore. Ouais. C'est un peu plus hard, on va dire, quoi. Ok, il y a Jean qui nous demande si on se forme à Symfony 5, est-ce qu'on peut postuler à une offre pour Symfony 4, voire Symfony 3? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de différences? Alors, il y aura des différences, mais qui ne seront pas majeures. Enfin, si, bien sûr, elles seront majeures, mais je veux dire, comment vous expliquer? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre dans le projet Symfony, c'est un peu particulier. Depuis la version 3.4, d'accord? Enfin, depuis la version 3, on va dire, Symfony a changé sa façon de faire. L'idée est la suivante. Chaque version majeure, 3, 4, 5, 6, etc., vont amener un certain nombre de fonctionnalités. Okay, alors, regardez, imaginez, vous passez de Symfony 2. Je ne sais pas combien à Symfony 3. Donc là, vous arrivez, c'est-à-dire que si votre projet il était codé en 2 et vous le faites passer en 3, vous allez péter plein de trucs qui ne vont plus marcher du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Symfony 3.1, vous pourrez faire passer votre projet codé en Symfony 3.0 en 3.1, il n'y a rien qui va casser. Vous n'aurez que de la nouveauté, entre guillemets. Symfony 3.2, pareil. 3.3, pareil. 3.4, pareil. Il n'y a que de la nouveauté. Par contre, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils commencent à prévenir. Ils disent, attention, il y a des choses de la 3.0
qui ne marcheront plus dans la 4. D'accord? Donc, vous pouvez avancer. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que tout ce qui marche dans la 3.4, vous l'aurez dans la 4. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que vos projets, vous pouvez les faire avancer de version en version tranquillement, quoi. Vous n'allez pas vous dire, je passe de la 3.4 à la 4, ça va tout casser. Pas du tout. 3.4 et 4 sont les mêmes. Simplement, dans la 4, ils ont retiré tout ce qui, depuis la 3.0, on se tuait à vous dire sur les forums, sur la doc, attention, ça ne sera plus dans la 4. Ils ont juste retiré ça. Mais grosso merdo, si vous avez la 3.4 et vous avez que des trucs qui marchent officiellement dans la 3.4, la 4 ne vous posera pas de problème. Et c'est comme ça pour chaque fois. Donc là, si vous voulez, vous avez créé vous travaillez en Symfony 4.4. Quand vous arrivez dans le 5.0, il n'y a presque pas de changement. Il n'y en a pratiquement aucun. Il n'y a que des choses en plus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant à chaque fois, c'est de voir que finalement, il n'y a presque pas de changement, mais il y en a quand même. Donc la question était quoi? La question était, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre le 5? Et si on a pris le 5, sûrement avoir des projets en 4 ou voilà, en 3. c'est ça, ouais. Tout à fait. Alors, je vais répondre simplement. Apprendre le 5 et retomber sur des projets en 4.4, par exemple, c'est sans aucun problème. Il y a 3-4 conneries qui ont changé, on va dire, entre 5.1 et 4.4, d'accord? Mais franchement, c'est léger, quoi. Pareil pour aller jusqu'au 3.4. Là où ça serait beaucoup plus dangereux, c'est de parler de tout ce qui est Symfony 2. Alors là, bon, là, c'était un autre site, en fait, c'était un autre projet, quoi. C'était autre chose, d'accord? Donc ça, faut faire gaffe. Mais je pense que tu peux largement apprendre le 5 et t'en tirer très... Après, tu vas toujours avoir des bugs en te disant, mais dans le 5, ça marchait comme ça. Oui, bon, dans le 4, ça marche autrement. Mais c'est l'affaire de, voilà, on cherche sur Google vite fait et on trouve, quoi. Donc ça vaut largement le coup d'apprendre le 5. Vous pourrez l'utiliser pour le 4 et pour le 3.4, ça pourra se faire aussi. Il y a des changements, mais que vous pourrez retrouver facilement sur Google, quoi. Super. Et je pense qu'on a fait un bon tour de Symfony, en fait. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi, là. Tu fais ça tout seul comme un grand, quoi, largement. Et super. En tout cas, c'est super clair. Et je pense que, comme tu dis, que les gens aient un mois de formation ou qu'ils aient déjà eu les 3 mois de formation et qu'ils soient déjà partis ailleurs, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait clair. Moi, je voulais te poser la question, est-ce qu'à ton avis, tu penses qu'il est nécessaire, en fait, de se spécialiser dans un langage de programmation dans le dev? Oui. Oui. non, mais catégorique, quoi. Ok, là en fait, c'est clair. Ce que je pense, c'est que, et c'est mon cas, voilà, je vais vous être très honnête avec vous, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à se disperser, on connaît plein de choses, mais il n'y a pas un truc qu'on connaît à 100% en profondeur. C'est mon cas, moi j'ai été pendant très longtemps très éclectique. Quand tu as une boîte, en fait, tu n'as pas le choix. Hein, tu vois, quand tu es freelance et tout, c'est en mode faut du HTML, il faut du CSS, du SQL, du JS, Et à un moment donné, se dire, non mais attends, moi je vais prendre un langage et je vais le déglinguer. Je vais tout regarder, je vais tout voir, ce qui est d'ailleurs déjà en soi impossible, hein, donc commencez pas à chercher. Hein, c'est déjà ça, c'est impossible, il y a trop de choses. Ça dépend des langages, mais vous me diriez, moi je vais tout voir dans JS, je vais dire, écoute, on se revoit dans 12 ans. Hein. Tu me rappelles dans 12 ans quand tu auras tout vu dans JS, quoi. Et pareil pour PHP, tu me rappelles dans 5 ou 6 ans hein, quand tu auras tout vu, quoi, parce que c'est énorme. Mais ce que ça va vous permettre de faire, c'est déjà de vraiment comprendre un langage. Et comme disait Xavier tout à l'heure, finalement, quand on connaît bien un langage, les concepts, la plupart du temps, se retrouvent dans les autres. Donc, moi, on a tout intérêt à vraiment prendre un langage et à le dézinguer. Par ailleurs, en entreprise, je pense qu'on a tout intérêt à dire, voilà, moi, j'ai tel langage, je le connais très, très bien, et c'est là-dessus que tu vas m'employer, c'est là-dessus que tu vas me payer, c'est là-dessus que tu seras fier de moi et que tu seras content de ma productivité. Même si je peux bien évidemment faire à côté tel autre langage, à côté pour dépanner, je peux aussi faire tel autre langage, mais je serai beaucoup moins performant. Mais j'ai ce langage-là, c'est ma spécialité. Ce qui ne vous empêche pas de vous réorienter. À un moment, vous dites, bon voilà les gars, moi ça fait 5 ans, là, j'ai bouffé tout le manuel de PHP, j'ai tout fait, c'est cool. J'ai trouvé un nouveau langage là qui me plaît, c'est le langage Java. Voilà, j'aime Java, je m'y suis mis et franchement, je trouve ça cool. Je veux le défoncer lui aussi. Et donc, ça ne vous empêchera pas de bifurquer, évidemment. Ok, super. Mais moi, je trouve qu'on y gagne toujours à se spécialiser pour enfin vraiment aller dans la profondeur des choses pendant un petit moment, quitte à se réorienter ensuite pour... Et bien sûr, sans perdre pied dans les autres langages. Parce que, par exemple, je ne suis pas en train de vous dire laissez tomber HTML, CSS, JavaScript pour ne faire que du PHP. Je suis en train de vous dire privilégiez, par exemple, le JavaScript parce que ça vous plaît, parce que vous aimez, mais ne perdez pas pied sur HTML, sur CSS, continuez de pratiquer, mais juste vous le mettez en priorité moindre. Voilà, essayez de vraiment avancer sur un certain langage.
Ouais, devenir vraiment plus pointu dans un certain langage sans en oublier les autres pour autant. Exactement. En fait, c'est là-dessus que tu vas te vendre aussi. Si tu vas dire, voilà, moi, je ne suis pas expert en tout. Je suis expert en ça. Les autres trucs, je peux t'aider, je peux travailler. Mais c'est là-dessus que que je vais me positionner en tant qu'expert. Ouais. Bon, ben justement, donc Mehdi nous dit le concept de développeur full stack fait débat. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'étais dans un débat la semaine dernière. Du coup, on a parlé de plein de trucs. Et finalement, le débat, les full stack, ça a duré genre 6 minutes. En plus, on était tous d'accord. Non, ça existe un développeur full stack. Moi, je pense pas que ça n'existe pas. Simplement, on a tous noté dans ce fameux débat où on était la semaine dernière, où j'étais avec Damien de Wheel of Dev et j'étais avec Géry de ITER, enfin voilà, Géry qui est entre guillemets un activiste sur le net, qui était un ancien d'Oclock et qui connaît justement ce milieu de la formation et tout ça, et qui veut beaucoup aider les juniors parce qu'il constate que malgré tout, l'accès à l'emploi, c'est pas si simple. Donc, il veut beaucoup les aider. Donc, voilà. Et donc, il y avait ce fameux débat sur les full stack. Les full stack, ça existe. Mais on a tous noté que malgré tout, t'as beau être full stack, avoue tu préfères le JS ou avoue tu préfères le PHP et avoue que c'est là-dessus que tu t'épanouis et que t'as une... Si tu veux, c'est comme un accord. T'as une, je sais pas comment on appelle, une composante ou une... Je sais pas c'est quoi la note la tonique, je sais pas comment ça s'appelle, mais dans un accord, tu as plein de notes, d'accord, mais tu as la septième dominante. Voilà, tu as une note, si tu veux, qui va te donner l'orientation de l'accord. Donc, tu peux très bien être full stack, HTML, CSS, JavaScript, PHP, ce que tu veux. Mais en fait, on sait tous que c'est JavaScript que tu préfères. Ou on sait tous que toi, en fait, ce que tu aimes vraiment faire, c'est de l'intégration HTML, CSS. Et donc, c'est là, il faut trouver ce qu'on aime et il faut défoncer ce qu'on aime. Et c'est là-dessus qu'on va se vendre, même si tu peux très bien dire à ton patron ou à ta boss ou n'importe qui, dire oui, je peux faire un peu de JS. Voilà, là, on est en rush, c'est la merde. Oui, je vais faire un peu de JS. Je vais intervenir. Mais quand même, moi, la touche que j'apporte, c'est plus le CSS, par exemple. Ok. Et à ce propos, donc, Brad nous demande quel est ton langage à toi de prédilection? Oh, là, en ce moment, j'avoue, moi, je bosse énormément sur du PHP. J'avoue. Maintenant, pendant très longtemps, moi, mon langage de prédilection, c'était JavaScript. Donc, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre de mes besoins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus PHP que JavaScript, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la programmation orientée objet, donc d'aller au bout de ma compréhension de ce truc-là. Je découvre encore des trucs, hein. Les design patterns, les bonnes pratiques solides, les tests unitaires avec de la PO, etc. Donc, ça, je ne peux pas le faire en JS. Je pourrais le faire en TypeScript éventuellement, mais voilà. Du coup, je suis sur mon PHP, je bosse avec mon PHP en grande majorité. Donc aujourd'hui, si on me disait c'est quoi ton langage, je dirais c'est PHP. Mais qui sait demain, tu vois? Demain, ce sera TypeScript, on ne sait pas. Oui, et encore une fois, il y a 3 ans, je t'aurais dit, mais non, JavaScript for life. Et en fait, non. On change. Comme tout dev qui se respecte, on change, on évolue et heureusement, on ne reste pas bloqué non plus sur un truc, je pense. C'est clair. Ça. Alors Pierre, hors sujet, nous demande c'est quoi la musique. Alors bon, c'est intéressant, bon, là c'est Portichette qu'on entendait juste derrière, hein, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que avant de faire cette conférence, j'ai demandé à Lior un petit peu ce qu'il écoutait comme musique pendant qu'il codait. Et du coup, toute la musique que vous avez entendue en fond pendant que Lior nous faisait sa présentation sur Symfony, etc., sont des musiques effectivement que Lior écoute. Voilà, et je tenais effectivement à donner cette cohésion, parce que je trouve ça très intéressant, ce rapport aussi qu'on peut avoir avec la musique. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui, quand ils codent, voilà, ils écoutent aussi un fond sonore et une certaine musique, etc. Bon, je vous ai pas mis des musiques trop trash que j'imagine que Lior peut écouter quand il est bloqué sur un bug et qu'au bout de 3 à 4 heures, il n'en peut plus et qu'il se met un truc vraiment très hard, mais là, c'était pas possible. Mais donc, voilà, je suis resté dans la musique douce, mais donc, pour répondre à ta question, Pierre, voilà, mais c'était intéressant que tu l'aies posé. Alors, Alexis nous demande HTML, CSS, JS, PHP, Symfony 5, est-ce que c'est suffisant si je me spécialise pour du freelance? Alors, le freelance, les amis, c'est pas une question de langage. C'est une question d'expérience. Et c'est une question d'état d'esprit, de réseau qu'on a déjà ou qu'on veut construire. Le freelance, c'est exigeant. Alors, c'est bien parce que c'est free, on est libre, on fait ce qu'on veut, on travaille le mardi mais pas le jeudi, pour une raison X ou Y. Le mercredi, on garde la petite. Voilà, c'est ce que je fais, d'accord? D'ailleurs, on va prendre une ou deux dernières questions, puis après, je vais laisser parce que là… Oui, on va y aller, Lior, c'est tout à fait, t'inquiète. Mais le freelance, la question, elle est plus dans l'état d'esprit de la personne. C'est compliqué. On n'a pas de salaire prévu. Tu peux avoir un mois où tu ne vas rien gagner. Alors, c'est bien parce que le mois d'avant, tu avais gagné X milliers, mais le mois d'après, tu n'as rien. Donc, il faut avoir du contact.
C'est pour ça que moi, je n'arrivais pas à être freelance ou même chef d'entreprise dans le développement web pur. Dans la formation, j'arrive parce que je peux discuter avec les centres de formation, etc. Je peux travailler là-dessus. Moi, je n'arrivais pas à négocier mes devis. C'est-à-dire que quand le mec me disait c'est trop cher, je n'arrivais pas à lui dire non, c'est pas trop cher, c'est normal. Je disais oui, chef, on va baisser. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent dans le fait d'être freelance. Négocier ses devis, trouver ses clients, avoir du réseau, éventuellement faire passer des missions à d'autres développeurs, prendre des marges. Que des trucs qui sont très loin de comment je code ça, tu vois. Ça, c'est comment je code ça, finalement, c'est au bout du bout. C'est, tu vois, c'est un jour sur 10 où tu vas dire comment je code ça, tu vois. Alors, bien sûr, il y a plein de plateformes pour vous y aider. Il y a des plateformes pour vous faire recruter, des plateformes pour trouver des clients et tout. Mais je ne pense pas que le problème du freelance, ce soit un problème de langage. Les langages, ça viendra, même si tu es junior, si tu as des bons contacts et tout, tu peux très bien freelance maintenant, être en galère. Là où quelqu'un mettrait 1 heure à coder un truc, toi, tu mettras 1 semaine, mais c'est formateur. À l'inverse, tu peux avoir des experts de langage qui ne trouveront pas de clients, que quand ils vont négocier un devis, ils vont se faire rétamer parce qu'ils vont le mettre trop cher. Au contraire, ils vont se vendre trop bas et du coup, ils ne vont pas gagner leur vie. Donc voilà, moi, je ne pense pas que le freelance soit lié au niveau du langage. Après, évidemment, si tu veux être un bon freelance et que les clients te rappellent, encore faut-il livrer des choses correctes dans les temps. Donc, il faut quand même avoir un petit côté technique qui soit en place. D'accord. C'est plus l'état d'esprit, moi, je pense, qui joue. C'est pour ça que je recommande, c'est plus l'expérience aussi. C'est pour ça que moi, je ne recommande jamais aux juniors d'être freelance. Je leur recommande toujours 2, 3 années, voire 4 de salariat ou alors de freelance, mais dans une équipe, entre guillemets, pour être encadré quand même, être poussé. Tu sors de l'école, là, ce n'est pas le moment de dire à quelqu'un que tu vas faire son site et en fait, tu vas lui foirer son site et tu vas te disputer avec lui. Bref, toujours un peu d'expérience en groupe avant de partir sur du free vraiment seul, quoi. Ouais, acquérir de l'expérience professionnelle. Expérience, je pense que c'est ce qu'on préconise beaucoup, quoi. Le relationnel, de savoir les pièges, etc. etc. Ok, super, Lior. Écoute, vraiment, merci pour cette petite conférence. On est vraiment désolé pour. Je m'excuse au nom de tout le monde pour ce début très très chaotique. Heureusement, vous avez été nombreux à nous rejoindre sur Zoom et tant mieux. Alors moi, je t'ai préparé juste un petit quiz final, mais ça c'est plus pour le fun. Ah non, mais t'inquiète, ça dure 30 secondes. Tu vas voir, il y a un décompte et tout, ça dure 30 secondes. Lior, t'en fais pas. Alors juste, je te pose des questions, mais tu ne réfléchis pas. C'est très rapide. On est d'accord, c'est fait pour, et c'est juste pour le fun, histoire de partir en beauté et de terminer cette petite conférence en beauté. Est-ce que tu es prêt, Lior? Depuis que je suis né, je suis prêt. Je t'adore. Bon, alors ok. Alors c'est parti. Allez. Thé ou café? Café, 100%. Mac ou PC? Mac pour coder. Windows ou Linux? Windows, 100%. Google ou Microsoft? Google. Symfony ou Laravel? Symfony. Agile ou Waterfall traditionnel? Je commence l'agile, mais moi c'est Waterfall, à la base, mais je commence l'agile. WordPress ou PrestaShop? Tu vois, 30 secondes, c'est pas assez. Je continue. Ok. Facebook ou Insta? Facebook, 100%. LinkedIn ou Viadeo? Pardon? LinkedIn ou Viadeo? LinkedIn. Coach ou formateur? Formateur. Salarié ou freelance? Freelance. Freelance tous les jours. Un truc de vieux, Rihanna ou Beyoncé? Alia. Et enfin, Paris ou Marseille? Marseille. Oh, voilà. Bon, tu vois, tu n'as même pas réussi à le faire en 30 secondes parce que tu parles trop. C'est dur, attends. C'est vachement intéressant. C'est vachement sympa. En fait, je dirais, pour la beauté, Paris intramuros. Pour la beauté. Mais le temps, c'est pas possible. Pour le climat et tout, Marseille. 100%. On est d'accord, c'est clair. Bon, mais voilà, c'était juste un petit quiz final, histoire de terminer sur une petite note humoristique et changer de ce débat sérieux, mais bon, qui n'en était pas moins super captivant et très intéressant. Donc, franchement, merci à toi, Lior. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment génial. Je remercie tous les gens qui nous ont rejoints, malgré les bugs du début et tout. C'était super. Malgré les gros bugs qu'on a pu avoir au début, on est d'accord. Donc, merci à tous pour votre participation. Bon appétit à tous. Excellente soirée. Et puis, j'ai envie de dire, comme dirait Lior, développez-vous bien. Ouais. Et moi, je rajouterais quand même, amusez-vous bien. Lior, un petit mot, un dernier petit mot?
Rien, travaillez. Voilà, développez-vous bien, bossez. Sublime, magnifique. Et merci à tous d'avoir suivi. C'était super cool de vous avoir ici. Et Xav, c'était un plaisir. Putain, mais je reviens quand tu veux, mec. Bon, un plaisir partagé, gars. Ah, on fera mieux la prochaine fois, j'espère. Ouais, carrément. Ciao. Salut tout le monde. Bonne soirée et bonne continuation. Ciao.